On était installés dans le canapé et quand le président a dit « oui, je vais envoyer des troupes », quelques heures après, il a été appelé en disant « tu prépares ton sac, tu pars après-demain ». C'est son travail, mais c'est un travail qui va diriger ma vie. Donc oui, je ne suis pas légionnaire, mais je fais partie du corps des femmes de militaires et c'est un corps bien particulier. Leur mari risque sa vie au combat. Quand il est parti, je me suis effondrée, j'ai pas pu me retenir. Pourtant, je me suis dit, je vais être forte cette fois-ci. Quand on le voit entrer et qu'il dit au revoir, c'est pas possible, quoi. Je vois ses chaussons, je vois son t-shirt, je me dis, pendant 6 mois, ça va pas bouger, ça va rester là. Il est possible qu'il ne rentrera pas. Mais comment tiennent-elles malgré l'absence et les angoisses? Vous allumez la télé à 23 h et là, vous voyez que voilà, dans tel endroit, il y a 3 morts, vous savez pas qui c'est. La peur qu'il lui arrive quelque chose, ça, on peut pas. On y pense inconsciemment tout le temps, tout le temps. Pendant des mois, elles n'attendent que leur retour. Vous vous êtes apprêté de la tête aux pieds. Votre maison est juste parfaitement rangée. Vous avez envie qu'ils rentrent et qu'ils se disent « mais oh, ma femme est la plus belle du monde ». C'est de l'émotion, c'est, je sais pas, notre cœur est hyper, on a l'impression que c'est la première fois qu'on le voit. Je vais pas vous dire que c'est facile. Maintenant, moi, cette vie, je l'ai choisie, je l'assume. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. Les femmes que nous recevons aujourd'hui sont des épouses et mères de famille en apparence comme toutes les autres. À un détail près, elles ont dit oui pour le meilleur et pour le pire à un homme qui est prêt à risquer sa vie pour son pays, un militaire. Alors face à l'absence de leur mari, plusieurs mois dans l'année, à l'angoisse de ne pas le voir revenir, elles se sentent souvent seules et c'est justement pour partager leur expérience avec d'autres femmes qu'elles ont accepté de venir sur notre plateau aujourd'hui. Leur mari est parti à la guerre, c'est le thème inédit que nous vous proposons aujourd'hui. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission car dans l'histoire continue, nous retrouverons Clémentine et Michel qui nous diront ce qu'elles sont devenues depuis leur passage dans toute une histoire. Mais d'abord, faisons connaissance en images avec Alexandra. Elle est femme de militaire et mère de 5 enfants. Et nous avons suivi son quotidien pour mieux comprendre à quoi ressemble la vie de ces femmes. Toute une vie à l'attendre. C'est le titre du reportage que nous lui avons consacré chez elle, dans le Tarn-et-Garonne. 8 h du matin, à Moissac, près de Toulouse. Ouais, on y va, Minette. Pourquoi on va se... Allez hop, on y va. Pour Alexandra, mère de 5 enfants, c'est déjà la course contre la montre. L'école démarre dans quelques minutes et elle n'est toujours pas partie. Avance ton siège, Loulou. On est attaché. C'est bon? Reste attaché. Femme de militaire, Alexandra ne voit pas souvent son mari. Mais surtout, elle gère seule ses 5 enfants et sa maison. Une situation un peu pesante. Mon quotidien, c'est m'occuper des enfants, la maison, les courses, les papiers administratifs, voilà, les activités sportives, les emmener, revenir. Au matin au soir, on fait la maman, le papa, on s'occupe de tout, de 6h30 le matin jusqu'à 23 h, même la nuit quand ils ont besoin. Donc, il n'y a que moi qui suis là pour mes enfants. Donc, on est vraiment mère célibataire. Dans quelques jours, son mari part en mission à l'étranger pour 4 mois minimum. Et comme à chaque fois avant ses départs, Alexandra lui a préparé un album photo. Les photos, c'est très important. On laisse toujours un petit album à papa quand il s'en va en mission. Comme ça, il a les petites photos quand lui, il part. Papa. Oui, c'est papa. Et là, il est où, papa? Mais ce qu'elle appréhende le plus, c'est la solitude qui l'attend bientôt. Ce qui me fait le plus peur, là, c'est me retrouver toute seule avec les 5. En plus, on arrive en hiver, c'est une période qui n'est pas facile. Donc, se retrouver toute seule avec 5 petits loulous, c'est pas évident à tout gérer. Donc, et en plus, malheureusement, il y a les fêtes de Noël.
Donc ça va être le premier Noël de papa sans les enfants et des enfants sans papa. Donc ça va être doublement difficile. La vie, voilà, n'est pas pareille. On vit, enfin, on vit ou on survit, ça dépend. Cette solitude, elle n'est pas la seule à l'appréhender. Dans la région, elles sont quelques femmes de militaires à se retrouver régulièrement pour en parler. Salut Alexandra, ça va bien? Allez, oh regarde. Qui c'est qui veut du café? Qui c'est qui veut du thé? Café. C'est important de se retrouver entre femmes de militaires parce que l'armée c'est une grande famille. Donc les femmes de militaires, on est très solidaires les unes des autres. On a les mêmes soucis, on a la même peur. Souvent nos familles sont loin, très loin. On est toutes seules. Retour chez Alexandra. Allez, mange pas bien. Allez, ramène la serviette. Et il est où papa là? Il est parti où déjà? Tu sais plus, non? Dans les bois. Dans les bois, eh oui. Même si les petits derniers ont encore un peu de mal à comprendre le métier de leur papa, Guillaume, 11 ans, a lui déjà bien conscience des risques encourus par son père. Et qui part dans des pays où je sais qu'il y a la guerre, et ben, on sait toujours qu'on peut toujours le perdre. Dès qu'on meurt, on meurt pour la France. Je trouve que papa est très courageux. Et je suis fière de lui. Alors, on va tout de suite ouvrir la première partie de notre émission, une vie de combat, et on va découvrir le parcours de nos invités. Mais on va commencer avec celui d'Alison. Bonjour Alison. Bonjour. Votre mari est légionnaire. Vous vous êtes connus en 2008. Comment vous êtes-vous rencontrés? Alors, nous, on s'est rencontrés en 2008 par le hasard sur un site internet de rencontres. Qu'est-ce que ça implique d'être légionnaire exactement? Alors, la Légion étrangère est un corps assez particulier. Vous avez des règles. S'ils ont moins de 5 ans de service, vous n'avez pas la possibilité d'avoir une compagne, de vivre en ville, de sortir librement. Vous n'avez pas de compte bancaire autre que celui que l'armée vous ouvre. Vous n'avez pas accès à un abonnement de téléphone portable, ce genre de choses. Vous n'avez pas non plus le droit de vous marier. Et à l'époque de mon mari, ce n'est plus le cas depuis 2010, mais à l'époque de mon mari, on s'engageait sous identité protégée. Donc mon mari, quand il s'est engagé, lui qui est réunionnais, était créole et s'appelait Émile, alors qu'il s'appelle Alain. Voilà. Il était québécois. Quand on rencontre un homme qui est légionnaire et qu'on prend conscience ou qu'on prend connaissance de tout ça, on fuit. On fuit, non. Quand vous êtes amoureuse, vous restez. Je pense que par amour, on peut tout supporter. Moi, je connaissais déjà le milieu depuis quelques années, puisque j'avais fréquenté par le passé un militaire de l'armée régulière, de l'armée de terre. Et je suis arrivée à la Légion en me disant, j'ai l'habitude, ça fait 6 ans que je vis cette vie, ça va aller. Et la Légion étrangère, c'est particulier. Alors, vous avez rencontré Émile ou Alain? Alors, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Alain. Ça faisait pas très longtemps qu'il était ce qu'on appelle rectifié chez nous. Il a repris son identité, puisqu'au bout d'un laps de temps de 5 ans, vous pouviez récupérer votre identité. Aujourd'hui, comme je dis, on peut s'engager sous son identité ou pas. Aujourd'hui, on a le choix. À son époque, chez nous comme si vous apparteniez à ce corps, comment on dit ça? Un corps? Oui, c'est un corps. C'est un corps. Alors, effectivement, c'est lui qui est militaire, c'est son travail, mais c'est un travail qui va diriger ma vie, c'est un travail qui dirige ma carrière, puisque j'ai dû arrêter de travailler pour le suivre. C'est un travail qui dirige la vie de ma petite fille. C'est plus qu'un travail, il est incorporé à notre vie et il fait partie de nous. Donc, oui, je ne suis pas légionnaire, mais je fais partie du corps des femmes de légionnaires et des femmes de militaires, et c'est un corps bien particulier. Alors, dès le début, votre vie de couple a démarré sur les chapeaux de roue. Comment se sont passés les tout premiers mois de votre histoire? Alors, on s'est rencontrés en juin. Moi, je l'ai rejoint quelques mois après. Alors, lui, déjà, enchaîné les gardes, les terrains, donc n'était jamais là. J'ai eu la chance de pouvoir être mutée sur sa région. À l'époque, je vivais en Sarthe. J'ai pu être mutée sur Avignon. Et une semaine avant d'arriver, avec mes meubles et tout ce qui va, dans une ville où je ne connais personne, que je ne connais pas, parce que je n'y avais été qu'une seule fois, il m'annonce qu'il part 4 mois en stage de formation et qu'il n'aura que 2 week-ends de libre. Donc me voilà partie toute seule avec ma voisine de l'époque, mes 4 chats sous le bras, dans le TGV, et le déménageur qui m'attendait à Avignon. Pourquoi la voisine de l'époque? Elle est partie avec vous?
Eh bien, j'ai eu une chance phénoménale. Elle m'a accompagnée parce qu'elle m'a dit mais comment tu vas faire entre... Il y a quand même 1000 km, tu as des changements de train, tu as 4 chats, tes bagages. Ah non, mais elle vous a accompagnée juste pour le voyage. Elle m'a accompagnée, elle est restée avec moi, elle a monté les meubles avec moi. Parce que monsieur n'est pas rentré, donc effectivement, il faut défaire les cartons, monter les meubles. Un homme, normalement, va vous monter la table, va vous brancher la machine à laver. Oui, normalement, il fait au moins ça. Voilà. Non, vous le faites vous-même. Bon. Il partait 4 mois où? Alors, il passait 4 mois dans le régiment qui est aujourd'hui notre actuel régiment, à Castelnaudary, en formation. Et donc, il n'a eu effectivement que 2 week-ends. Alors, il avait fini son stage de sous-officier. Il commençait un stage de spécialisation dans son domaine. C'est-à-dire? Qui est les transmissions. Voilà, il est ingénieur informatique. Pendant 4 mois, combien de fois l'avez-vous vu? 2 fois. Le 11 novembre, parce qu'ils ont défilé et qu'ils ont eu quelques heures juste après. Donc j'ai fait les 400 km qui nous séparaient. J'y suis allée pour quelques heures et une nuit. Et je suis repartie le lendemain parce qu'à 5h30, il fallait qu'il y retourne. Oui, mais quelle nuit, j'imagine. Ça fait partie des avantages. Bah oui, j'imagine. Ce sont des retrouvailles perpétuelles. Voilà. Et on s'est vu. Alors il faut savoir que les légionnaires fêtent le soir de Noël à la Légion, à la caserne. Par cohésion envers ceux qui n'ont pas de famille. Donc je vous dis, c'est quand même 90% d'étrangers, donc ils n'ont pas de famille. Donc ils font Noël à la caserne, ils sont libérés dans le courant de la nuit et sont réappelés le lendemain pour une festivité qui sont les crèches de Noël. Les jeunes légionnaires organisent des crèches vivantes. Donc c'est vrai que le 24 et le 25, ils sont bloqués. Et donc je l'ai revu le 31 décembre au soir. Je suis arrivée à 21h30, 22h à Castelnaudary, qui est un tout petit village de l'Aude. Et je l'ai vu une soirée et le lendemain, je suis repartie. Quand même, la plupart des femmes normalement constituées seraient parties en se disant oh là là, en un an, je vais le voir combien de fois? Combien de fois l'avez-vous vu en un an? Alors, en un an, je l'ai vu à peine 8 semaines. Combien? À peine 8 semaines, puisqu'en fait, en février, donc il a fini son stage fin janvier. Tout mis bout à bout, ça faisait 8 semaines. 8 semaines. Si vous prenez, alors un week-end par-ci, 3 jours par là, une semaine par ici. Donc 2 mois, quoi. 2 mois en un an. Puisqu'il a fini son stage, donc on s'est rencontrés en juin, il a fini son stage fin janvier et mi-février, il est parti au Tchad, 4 mois. Alors certes, les retrouvailles sont souvent sympathiques, mais c'est pas facile de vivre à distance quand même et d'entretenir un amour à distance. Je ne vais pas vous dire que c'est facile, c'est compliqué. Je pense qu'on a tout à peu près la même expérience. Maintenant, moi, cette vie, je l'ai choisie. J'étais persuadée de savoir dans quoi je m'engageais, je ne savais pas que c'était à ce point-là, mais cette vie, je l'ai choisie, je l'assume. Avec ses aléas. Et puis alors, en plus de ça, il y a le danger, les missions. Ouais. Il ne part pas quand même faire un boulot de tout repos. Non. Donc j'imagine qu'en plus de l'absence, il y a les angoisses et l'inquiétude. Il y a les angoisses, il y a l'inquiétude, il y a la solitude qui est très longue. La journée, vous travaillez, vous êtes très occupé, vous rentrez le soir, vous retrouvez une maison vide, vous cuisinez pour une seule personne. C'est vraiment une vie de solitude. Alors heureusement, il y a la cohésion des épouses. Heureusement, elles sont là. Elles sont toujours là. Vous pouvez les appeler à n'importe quelle heure, elles sont là. Quand monsieur est en mission, il faut toujours... Est-ce que vous ne fréquentez que des épouses de légionnaires? Je ne dirais pas que je ne fréquente que ça. Maintenant, il y a quelques qui arrivent à comprendre le mode de vie. J'ai quelques amis qui n'ont aucun rapport avec le milieu, mais il n'y a vraiment qu'elles qui arrivent à comprendre. Qui arrivent à comprendre aussi que pendant 4 mois, on va être entièrement disponible et qui, du jour au lendemain, le téléphone, plus personne. Plus de téléphone, plus parce que monsieur est rentré et que... Voilà. Ça, c'est compliqué. Et puis, il y a les mutations. C'est difficile de garder des amitiés à distance. Quelles sont les missions qui ont été les plus dangereuses et donc les plus difficiles à vivre pour vous? J'ai eu, ça fait 11 ans maintenant, en tout, je suis dans le système. J'ai eu énormément de missions, d'opérations extérieures, d'OPEX. L'Afghanistan a vraiment été une mission toute particulière. Pourquoi? Je savais pourquoi il partait. Je savais dans quelles conditions. Je savais très bien qu'il ne partait pas faire du maintien de sécurité, la surveillance de base. Il partait au front, il partait à la guerre. Il y avait des morts, il y avait des blessés. Et voilà. J'étais consciente du danger qui arrivait et la séparation. Elle s'annonce différemment, ce genre de mission? Oui. On le prévient, on lui dit les choses différemment? Déjà, vous avez forcément 6 mois de préparation. Ouais. Donc déjà, pendant 6 mois, il enchaîne les terrains, les missions, il se prépare. Des simulations, ce genre de choses. Donc déjà, vous avez 6 mois pour cogiter en vous disant bon, ça va arriver. Et puis petit à petit, la date approche. Et puis petit à petit, la tension monte. Et pendant 6 mois, il s'entraîne à la guerre? Oui, pendant 6 mois, il faut donc j'imagine que évidemment, vous vous inquiétez, vous craignez pour sa vie? Oui,
J'ai eu peur. J'ai eu peur avant, j'ai eu peur pendant, j'ai été soulagée après. Il vous est arrivé d'apprendre des mauvaises nouvelles des gens de son entourage? Malheureusement, oui. Sur une autre position que celle de mon mari, un de ses collègues du même régiment a été lourdement et gravement blessé au mois de juillet 2010. Donc ça a été compliqué à gérer. Je me suis retournée vers des associations de soutien, parce qu'il en existe beaucoup, qui malheureusement on ne connaît pas, et qui m'ont beaucoup aidée dans cette démarche. On voit l'émotion, on l'aperçoit. C'est compliqué. Ça a l'air dur à vivre. Hein. Vous avez dû passer quelques nuits J'ai blanches. eu des inquiétudes. J'ai eu beaucoup d'inquiétudes. Vous savez, vous allumez la télé à 23h et là, vous voyez que voilà, dans tel endroit, il y a 3 morts. Vous ne savez pas qui c'est. Après, on vous dit, c'est en l'occurrence, des sous-officiers. Donc, vous dites, mon mari est sous-officier. Et puis, ça vous trotte. Et puis étrangement, c'est à ce moment-là qu'on n'arrive jamais à joindre personne. Bon, il faut savoir quand même que s'il y avait vraiment un souci, on serait les premiers au courant. Le régiment vous prévient, vous appelle, quelqu'un se déplace. Maintenant, vous enlevez quand même pas l'idée. Vous devez le redouter, ce moment où on frappe à votre porte et où vous découvrez un uniforme. Alors, bon, j'ai eu l'expérience, un de ses collègues gentiment a voulu me rendre visite et quand je l'ai vu devant la porte, je me suis effondrée en me disant, mais qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, non, je... Ouais, donc quand même, on sent que vous vivez avec l'angoisse en permanence, vissée au corps. Est-ce que ça se traduit physiquement chez vous, par des symptômes? Ouais, alors quand il est parti d'Afghanistan, j'ai été hospitalisée, je suis sortie de la clinique le mercredi, il est parti le jeudi matin. Et donc mon médecin me rend en visite pour voir si tout va bien. Et là, j'étais à un peu plus de 17 de tension, au bord de la crise de nerfs, parce que jusqu'à maintenant, je l'avais accompagné. Là, il n'avait pas voulu. Son collègue est venu le chercher. Je l'ai laissé sur le parking en bas de la maison. Alors déjà, j'ai pas pu faire le schéma de me dire, je l'accompagne, je le laisse partir. Là, il m'a laissé sur le parking. Je n'étais pas en état de l'accompagner. Et il ne voulait pas. Il m'a laissé sur le parking et je l'ai vu partir dans cette voiture. Et j'ai eu une... Se dire, c'est fini. Se dire, il est possible qu'il ne rentrera pas. Et ça n'arrive pas qu'aux autres, malheureusement. Et pourtant, vous l'avez choisi, cette vie? Je l'ai choisie et je l'assume. Mais les gens nous disent souvent... les réflexions, oui, mais tu le savais, tu savais dans quoi tu t'embarques. Oui, je le savais. Est-ce que c'est pour ça que j'ai pas le droit d'être malheureuse? Oui. Ou alors là, Frédéric réagit. Hein. Frédéric Farigou, qui va tenter de nous donner son éclairage. Frédéric. Oui, je réagis parce que c'est pas parce qu'on fait un choix de vie qu'il est forcément tout le temps facile et ça veut pas dire qu'on n'assume pas et qu'on a le droit de trouver ça difficile à certains moments. Mais ce qui me touche dans ce témoignage, c'est effectivement ce mélange-là. C'est-à-dire qu'il y a cette réalité de cet engagement qu'a pris son conjoint et qui impacte complètement sur la vie de ces femmes. Et on sent que vous êtes tout à fait en accord avec le fait qu'il fasse ça. Et ça n'empêche qu'effectivement, ça peut être très angoissant parce qu'on vit au rythme de cet engagement. Et il y a une pression aussi qui est liée au métier de cet homme, qui est souvent une vocation, hein, il faut bien le dire, donc qui prend beaucoup de place dans la vie quotidienne. Quand il part en mission? Alors, tout dépend des missions. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet. Il y a quelques années, c'était par courrier. Aujourd'hui, vous avez Internet. L'Afghanistan, c'était compliqué. Il y avait le téléphone. Alors, Internet, quand il est en Afghanistan, j'imagine qu'il ne peut pas communiquer avec vous tout le temps. Non. Alors, Internet, c'était extrêmement rare. C'est presque très rarement arrivé. Et le téléphone, je vous dirais que c'était compliqué parce que là où il était, le téléphone ne passait pas. Il fallait qu'il monte sur une colline à découvert. Donc, il était tout seul avec son gilet pare-balles, en haut de sa colline, avec ses 2 collègues qui surveillaient, avec son téléphone pour pouvoir m'appeler en me disant... Je vais bien pour parler de tout, mais il fallait qu'il monte sur cette colline au bord de Slack. Est-ce que dans ces conditions, on arrive à parler de tout? Quand on a un gilet pare-balles, qu'on est à découvert en haut d'une colline et la cible de l'ennemi, j'imagine que la conversation est rapide et limitée. Rapide, oui et non, tout dépend à ce moment-là comment ça se passe sur place. Vous avez des jours où vous arrivez à vous parler un quart d'heure, 20 minutes, et puis il y a des jours où c'est 3 minutes, tout va bien, je vais bien, as-tu envoyé mon colis, et voilà. Est-ce que vous envoyez des colis? J'envoie des colis. J'en envoie aussi à d'autres militaires que je ne connais pas, via une association. Mon mari a reçu des colis aussi de d'autres épouses qui... Qu'est-ce qu'il y a dans les colis? C'est divers et varié. Alors bon, l'Afghanistan, j'ai fait la douloureuse épreuve d'envoyer une brioche qui a mis 6 semaines à arriver. Donc quand le colis a été ouvert, c'était plus vraiment une brioche.
Mais après, je vous dirais que vous mettez des livres, vous mettez des bonbons, vous mettez ce qu'il est autorisé d'envoyer, parce que vous ne pouvez pas non plus tout envoyer. Selon le pays, il y a des choses qui sont interdites. Mon mari est un grand amateur de magazines informatiques, donc magazines informatiques et surtout beaucoup de nourriture, des boîtes de conserve, du pâté du coin. Voilà, je viens de Gironde, donc j'avais fait un immense collier avec toutes les spécialités du coin dedans. Et ça lui permet sur place, lui, de le partager avec les autres. Parce que malheureusement, les légionnaires, beaucoup n'ont pas de famille. Donc c'était envoyer un collier à lui, mais l'envoyer aussi à tout le groupe qui était avec lui. Il y avait des cannelés? Il y avait des cannelés, il y avait une grande marque de pâté que mon mari adore. Voilà, c'était vraiment... Parce que déjà, c'est pas facile de vivre un amour à distance, mais en plus, quand les communications sont limitées, franchement, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est pas évident tous les jours. Il n'y a pas des moments où on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde? Quand vous êtes dans votre quotidien et que lui est confronté au danger, on n'a pas tout à fait les mêmes priorités, j'imagine? Alors, je pense que c'est pour tous pareil. Mon mari ne parle pas ce qui se passe sur place. Il ne me dit pas. Ça va à la maison, comment ça se passe, comment va tes frères, comment va le travail. Voilà, c'est vraiment de la vie de tous les... Il vous parle de la vie de tous les jours parce qu'il n'a pas envie de parler de ce qui se passe. Puis il n'en a pas forcément le droit, les communications peuvent être écoutées. Virginie, bonjour Virginie. Vous vous connaissiez d'abord toutes, là? Parce que je sens une complicité dans les regards. Je vous voyais tout à l'heure opiner du chef, comme on dit. Virginie, vous êtes en couple avec un militaire depuis maintenant 15 ans. Lorsque vous avez rencontré votre mari, Geoffrey, il en était où dans sa carrière? Alors lui, il venait juste de s'engager. Donc ça faisait 2 mois qu'il était en arrêt à l'armée. Et moi, je ne connaissais pas du tout ce milieu non plus. Et donc, du coup, ça a été une découverte au fur et à mesure, quoi, donc au fil du temps. À quel moment vous avez réalisé ce qu'était exactement la vie d'une femme de militaire? Alors, les premiers départs, c'était quelque chose, mais en même temps, on ne vivait pas ensemble. Donc, moi, je continuais ma vie, on s'appelait, c'était dur, mais ça a été. Mais le plus dur, ça a été à la naissance de mon fils. Combien de temps après votre rencontre? Alors, 4 ans après. Il était où, votre époux, à ce moment-là? Il était près de vous? Donc là, il n'était pas à côté de moi. Donc, il était au régiment, mais il n'a pas assisté à l'accouchement, mais il était là. Est-ce que ça vous est arrivé de passer, par exemple, en un an, de ne le voir que 2 mois, tout mis bout à bout? Oui. Quand j'étais avec des amis, on se disait toujours, mais t'as un copain imaginaire, quoi. Donc à toutes les fêtes, j'étais toute seule, les anniversaires. Vous avez eu un deuxième enfant? Oui, Clara. Avec lui? Oui. Il était là à ce moment-là? Là, il était en OPEX, là, donc en Côte d'Ivoire. Donc en opération extérieure, si j'ai bien compris, en Côte d'Ivoire. C'est ça. Et une situation difficile, oui, dangereuse. Déjà, voilà, assez difficile à cette période, en plus en Côte d'Ivoire. Et quand il est parti, j'étais enceinte de 4 mois. Donc avec un petit bébé de 2 ans qui courait beaucoup. Et moi, mes angoisses à moi et tout. Et la grossesse a été relativement difficile. Donc menace d'accouchement prématuré, obligée d'aller chez ma maman. Est-ce qu'il a pu revenir pour l'accouchement? Non, il est arrivé 15 jours après. Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer pour vous au quotidien? C'est un peu toutes les multitudes de casquettes qu'on nous met sur la tête. Donc maman, papa, électricienne, mécanicien. Puisque quand ils s'en vont, on a toujours une panne, toujours quelque chose qui tombe en panne, la machine à laver, la voiture. Il y a des moments où vous craquez, vous en avez ras-le-bol? Il y a des moments, oui. Mais en général, c'est toute seule. Avec la nuit, le soir, on a les angoisses qui reviennent. Il fait quoi? Vous lui en faites part de vos angoisses? Pas trop. Vous gardez ça pour vous? Oui. Vous ne lui faites pas peser? Non. Mais lui, il a les siennes aussi. Donc, Et vos enfants, est-ce qu'ils les perçoivent, vos angoisses? Peut-être, je pense. Comment ils vivent la situation? Alors, pour mon premier, c'est très simple. Il ignore son papa. Donc, quand il n'est pas là, il ne lui parle pas. Il ne veut pas l'avoir au téléphone. Il lui fait un dessin, mais alors il faut le forcer. Et par contre, quand il vient, tout revient dans l'ordre. Il n'y a pas de souci. Et pour ma deuxième... Il se protège, quoi. Voilà, je pense. Et ma deuxième, par contre, ça a été assez difficile. Donc le premier, elle avait 1 an, donc c'est passé comme une lettre à la poste. Mais le deuxième a été assez catastrophique puisqu'elle a fait une dépression de l'enfant. À quel âge?
C'était en 2007-2008, donc elle avait 3-4 ans. Et comment ça se traduit, une dépression chez un Alors, petit enfant ça commence comme ça quand il est parti, donc ça a été 2 jours non-stop de pleurs. Donc ça, c'est terrible. On n'arrive pas, parce que nous, on se retient de pleurer, parce que du coup, on voit son mari partir en bus et on sait qu'il part. Donc, bon, c'est déjà dur pour nous, mais en plus, il faut gérer donc, son enfant qui pleure, lui expliquer que papa, il revient, mais pas tout de suite. Donc, puis on ne compte pas les jours, parce qu'on sait 4 mois, mais on n'a jamais la date du retour tout de suite. Donc, on ne peut pas leur donner une date limite butoir. Et après, donc, du coup, ça a été par des réveils nocturnes. Donc, ça a été jusqu'à 6 fois par nuit, elle me réveillait. Et sans raison apparente, puisqu'elle voulait être vers moi, quoi, en fait, uniquement. Elle voulait dormir avec moi, rester avec moi. Il était où, lui, à ce moment-là? Voilà, c'était une mission simple. Il était en Polynésie française, donc c'était pas une mission à haut risque, quoi. Mais c'est quoi la mission simple? On imagine que ça peut être la mission simple en Polynésie. En fait, vous ne pouvez pas l'accompagner dans ce genre de cas? Malheureusement, non. On aurait bien aimé, mais non. Non, en fait, il était sur une atoll où il y a eu des expériences nucléaires à une époque et il les enlevait. Voilà, ils enlevaient toutes les traces de nucléaire. Comment va-t-elle, votre fille, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ça va mieux. Elle a passé le cap, donc elle a eu de l'anorexie de l'enfant, donc elle a passé ce cap, mais elle reste très fragile au moindre départ, au moindre séparation de son papa. Géraud, bonjour. Vous êtes face à nos invités, car vous avez été vous-même chasseur alpin pendant 21 ans. En quoi le témoignage de Virginie résonne-t-il en vous? Je trouve que ce sont des femmes, d'abord, épouses de soldats, et ce sont des femmes exemplaires, formidables, des femmes comme chaque soldat aimerait avoir, parce qu'on mesure la difficulté, la charge que représente ce vrai métier, parce que quand elles sont seules, c'est un métier où il faut tout gérer. Et le soldat, lui, se concentre sur sa mission, exclusivement sur sa mission. Et en même temps, la femme joue un rôle essentiel, la femme et les enfants, parce qu'ils représentent l'équilibre. Et pour avancer, le soldat doit être serein dans sa tête. Et plus la mission est difficile, et plus il a vraiment besoin de cette sérénité, car il ne doit pas se laisser dévier par autre chose, se laisser déconcentrer. Donc ces soldats parlent énormément de leurs femmes sur le terrain. Lorsque l'on parle ensemble, tout à l'heure on parlait des colis, c'est un cadeau. Un colis, c'est un cadeau, parce que d'abord, on sent des effluves, on sait que c'est empreint d'un immense amour et que ça a été concocté avec d'autres femmes, parfois d'autres familles, mais que c'est un présent et qui nous rappelle un petit peu de la France et qui a un lien essentiel pour arriver à bien accomplir sa mission. Quelles ont été les missions les plus dangereuses auxquelles vous ayez participé? Alors, moi, j'en ai fait beaucoup pour la raison suivante. D'abord, je me suis engagé assez tôt, 18 ans, et puis après, j'étais envoyé comme casque bleu au Sud-Liban. Et donc là, à 20 ans, j'ai su ce que c'était que perdre des copains. Je ne veux pas dire au combat, mais sur des actions terroristes, hein, sur des roadside bombs, des bombes piégées sur le coin de la route et qui détruisent un véhicule. Bon, je me suis mesuré assez tôt finalement à ce qu'était un pays en guerre et dans un Liban meurtri. Et puis après ça, je me suis engagé en fait pour le cinéma des armées. Donc 7 ans plus tard. Et là, donc j'ai couvert tous les conflits qui engageaient l'armée française, à la fois pour des actions militaires et humanitaires. Donc ça a commencé avec la guerre du Golfe. Guerre du Golfe, après c'était la Bosnie, après le Kosovo, la Macédoine, l'Albanie, les pays périphériques aussi. Alors vous avez réalisé récemment un reportage sur les femmes et les enfants de soldats intitulé « Papa s'en va en guerre », qui a d'ailleurs été diffusé sur France 2 dans Infrarouge. Vous l'avez vu, Frédéric? Oui. Je vous vois faire ça. Très beau reportage. Très beau reportage. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce documentaire? Alors c'était à la veille d'un départ en Afghanistan, et je partais avec mes amis chasseurs alpins. Et je savais qu'ils allaient en Kapisa et que c'était pour reprendre des vallées aux mains des talibans. Et donc c'était une mission très tendue, une mission à risque. Donc je savais très bien où j'allais et j'y allais pour faire un reportage avec les commandos de montagne. Et donc je savais tout à fait où j'allais et c'était pour aller dans les combats. Et à la veille de ce départ, mon fils aîné de 23 ans, que j'accompagne pour faire ses études à Lille, il allait être donc seul pendant quelques années. Donc je l'installe dans son studio et c'est vrai que le soir, avant que l'on se quitte, il m'a lâché, papa, puisque tu as toujours décidé de mourir pour ton pays, ben vas-y donc. Et il est parti en courant dans la nuit. Je l'ai rattrapé, c'était
Émouvant. Quelque chose de très émouvant. Et j'ai compris à ce moment-là que pendant 20 ans, il s'était tu, il m'avait toujours laissé partir sans rien dire, cachant sa peine. Là, quand il avait quelques mois, lorsque j'étais dans la guerre du Golfe, et puis et après, il a accompagné toutes les missions, et toujours des missions tendues, en entendant à la radio, à la télévision, auprès de ce que toutes les femmes de soldats vivent continuellement sur des missions à risque. Elle tremble, et il avait dû trembler certainement pour son papa, mais n'avait rien dit pour me protéger, je pense, pour que je sois tout à fait serein et accompli dans ma mission, dans mon choix. Qu'est-ce que vous conseilleriez à ces mères qui sont là? Que faut-il dire aux enfants? Comment faut-il leur expliquer ou atténuer leurs angoisses? Alors, tout dépend de l'âge qu'ils ont, évidemment. Ça, c'est très, très important. Mais avec des enfants, moi, qui ont l'âge de comprendre, le dernier a 12 ans. Et je pense qu'il a une certaine maturité déjà. Moi, je leur parle de là où je vais, sans avoir de vision morbide des choses, mais on parle des choses, et on parle effectivement, et on aborde le cas. Et si la question est posée de savoir si papa ne va pas revenir, c'est possible. Voilà, on ne leur ment pas. Rien n'est tabou, et que s'il y a des questions qui peuvent être blessantes, et que les enfants posent la question de savoir si papa va revenir ou non, il faut vraiment leur dire qu'il est possible que leur père ne revienne pas, mais qu'il est bien entouré et qu'il fait sérieusement son métier. Il faut des hommes équilibrés pour arriver à faire ce métier-là. Et ils savent de quoi ils parlent. Ils vont souvent défendre des enfants également, là-bas. Ils sont très attachés à ça. Et à travers les enfants qu'ils voient sur le terrain, on voit toujours ses propres enfants. Et on se dit toujours que nos enfants, finalement, ont beaucoup de chance. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est difficile. Moi, je sais qu'en rentrant de mission, j'ai toujours été très exigeant avec mes enfants. Et peut-être trop, parce qu'on voit en fait la difficulté de ces enfants dans la guerre, et de ces femmes dans la guerre, et donc on ne pardonne rien à ces enfants. Ça, c'est le conseil que je donnerais moi par contre aux soldats, mais ils le savent, aujourd'hui je pense qu'ils le savent, mais de prendre le temps, de passer du temps dès qu'ils le peuvent avec leurs enfants. Estelle, bonjour. Bonjour. Alors, vous vous attendez à un heureux événement, c'est prévu pour quand? Oui, dans un mois. Dans un mois. Dans un mois, et mon mari s'en va 3 semaines après. Ah, voilà. Donc a priori, il sera là. Voilà, j'ai la chance qu'il soit là pour l'accouchement. C'est vrai, il y a des femmes qui le vivent seules, et j'ai la chance. C'est le premier? Oui, avec lui, oui. Oui, j'ai 2 enfants d'un précédent mariage, 2 grands, un de 17 ans et un de 14 ans. Il part où et pour combien de temps? Il part au Tchad pour 6 mois. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 6 ans. Combien de fois s'est-il absenté durant ces 6 dernières années? Alors, 4 fois 6 mois. Donc, sur les 6 ans, on a vécu 4 ans ensemble. Lorsque Thierry, puisqu'il s'appelle Thierry, est au front, que savez-vous de lui et de son quotidien? Comme elle disait, hein, le minimum, la première fois où il est parti, j'étais un petit peu naïve. Il me disait ouais, je suis en réunion, et alors qu'il était sur le terrain. Et puis il nous raconte le moins possible de ce qu'ils vivent là-bas, quoi. Pour ne pas vous inquiéter. Voilà. Généralement, comment vous vivez les premiers jours qui suivent son départ? On est dans un autre monde, hein. Enfin, moi, personnellement, je sais, je ne pleure pas devant lui quand il s'en va, mais une fois arrivé à la maison, voilà, je vois ses chaussons, je vois son t-shirt, je me dis, pendant 6 mois, ça ne va pas bouger, ça va rester là. Et donc, ouais, il faut du temps pour se... Voilà. Moi, 2 jours, 2 jours où il vous faut combien de temps pour vous faire à l'absence? On s'y fait jamais. Voilà. Je ne sais pas si on s'y fait, mais on essaye de le vivre au mieux, en étant positif, en pensant positivement. Déjà, comme vous disiez, pour les enfants, rien que pour eux, voilà. Quelle mission vous a particulièrement marqué? Alors, la dernière qu'il a fait en Afghanistan, parce que quand je l'ai ramené au régiment, 3 heures après, je suis allée manger, c'était le matin, et pour midi, je suis allée manger chez ma meilleure amie Estelle. Et ça, elle me l'a dit après.
Mon mari, entre-temps, lui avait envoyé un message en lui disant n'allume surtout pas la télé quand Estelle est là, quoi. Et puis du coup, je suis rentrée chez moi à la maison et là, j'ai reçu un message d'une amie qui me dit, elle me dit, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé? Est-ce que ton mari est parti? Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'allume la télé et là, je vois l'horreur. Du coup, je prends le téléphone, j'appelle mon mari qui était encore à l'aéroport. Je lui dis, tu ne pars pas. J'ai dit, t'as vu ce qui est arrivé, il est hors de question, tu pars pas. Il me dit, on n'a pas le choix. Et j'ai pas pleuré au téléphone mais il a senti dans ma voix que j'étais pas bien. Donc, une fois qu'il a raccroché, il m'a envoyé des messages jusqu'à ce qu'il était dans l'avion en essayant de me rassurer, en me disant ça va aller. Des messages quoi? Il a le droit de communiquer par portable? Par portable, ouais. Est-ce que vous arrivez à les appeler quand vous le souhaitez? Enfin, à part vraiment quand ils sont sur des jusqu'à l'aéroport, jusqu'à ce qu'il... Mais après, non, c'est terminé. Ouais. Après, en fait, vous ne pouvez pas l'appeler quand vous voulez, quoi. Non. Vous êtes là, Thierry? Oui, bonjour. Ah ben voilà, vous êtes là. Comment ça va? Ça va très bien. Bon. Comment appréhendez-vous votre prochain départ qui va vous éloigner quand même de votre bébé pendant les 6 premiers mois de sa vie? Ça doit être douloureux, non, cette idée-là? Oui, mais bon, si ça fait partie du métier, on le sait au départ, donc c'est quelque chose qui est intégré complètement, quoi. Ouais. Et donc quand on est désigné, c'est quelque chose on sait ce qui va se passer, donc c'est intégré, quoi. Ouais. De quelle manière, justement, vous allez vivre cette paternité à distance? Ben bien, je pense bien. On pourra toujours se voir au moins une fois par semaine par Skype, donc je verrai le bébé, donc je verrai ma femme et le bébé, donc tout ira bien. Qu'est-ce que vous ressentez face au danger lorsque vous êtes loin de votre famille? On ressent rien, on pense pas. Ben non, il n'y a rien de particulier, on pense pas. Tout peut arriver, mais on fait tout pour que rien n'arrive, donc tout va bien. C'est un peu la méthode Coué, là, ce que vous dites. Tout va bien, on pense à rien, on n'a pas peur. De toute façon, on reste un homme, non? On reste un être humain, avec des sentiments, avec des émotions, avec... non? Ben oui, mais... Après, si on pense toujours à ça, on se pourrit plus la vie qu'autre chose. Donc il faut faire ce qu'on a à faire et puis penser que tout va bien se passer. Ouais. Très bien, et bien bon courage. Alors... Je pourrais juste dire quelque chose avant de raccrocher? Bah oui. À qui? À tout le monde. Je suis très content parce que vous mettiez à l'honneur les femmes de militaires, parce que en parlant un peu, pas vulgaire, mais commun, on a de sacrées bonnes femmes et elles sont là pour tout assurer quand on n'est pas là et on a de la chance de les avoir. Vous n'allez pas dire de vrais mecs quand même? Non, sacrées bonnes femmes, comme on dit. Bon, très bien. Eh ben, ça vous fait plaisir, mesdames? Oui, merci. Cet hommage. Merci, bon courage, Thierry. Merci, au revoir. Au revoir. Charlotte, bonjour. Pourquoi était-ce important pour vous d'être ici aujourd'hui? Donc pour moi, c'était important parce que déjà, j'ai rencontré mon ami, il n'était pas militaire. Donc contrairement à ces 3 dames-là. Ce qui fait que j'ai vécu son comportement avant, on va dire, et après son engagement. Notre relation, elle a changé, elle a évolué. Ça a été important aussi parce que il est parti 2 fois en OPEX et je le vis extrêmement mal à chaque fois. Combien de temps il est parti à chaque fois? La première fois, il devait partir 4 mois, il est parti 1 mois. Donc ça a été, mais 3 semaines après, ils l'ont rappelé en me disant qu'il partait 6 mois. Et en fait, il est parti 4 mois. Donc du coup, ça s'est enchaîné et ça a été très très dur à vivre. Comment vous a-t-il annoncé qu'il souhaitait s'engager dans l'armée? Alors en fait, donc j'étais encore à l'internat, donc j'étais encore étudiante. Et médecin? Comment? Vous êtes médecin? Non, du tout, du tout. À l'internat de quoi alors? De mon lycée en fait. Ah d'accord. Donc voilà, donc j'étais à l'internat et je reçois un message et il m'a dit... Vous avez quel âge? Là j'ai 20 ans. Ah oui, vous êtes je suis jeune. Très jeune. Et donc du coup, il m'envoie un message et il me dit, bon voilà, je m'engage. Je lui dis, pardon, tu t'engages? Il me dit, je m'engage dans l'armée. Je lui dis, mais je sais pas, tu veux pas y réfléchir? Tu veux pas qu'on en parle? Il me dit, non, c'est sûr. Il me dit, de toute façon, depuis que je suis petit, je veux faire ça. Donc je vais faire ça. De toute façon, je me vois pas autre part. Je dis, bon, d'accord. Donc bon, ça... Je l'ai très mal vécu, ça aussi, parce que je me dis, bon, d'accord, donc j'ai pas le choix. Et donc le week-end, on en a parlé, il a signé, il est parti. Voilà. Et vous êtes restée avec lui? Eh oui. Parce que trop amoureuse. Eh oui. Voilà. Alors, sa première mission a eu lieu au Tchad en janvier 2013. Donc, j'imagine que vous avez très mal vécu son départ. Donc, le problème, c'est que le départ a été fait sur un conflit.
Donc tout le long de la mission, on a été sur un conflit parce que justement, le problème, c'est que quand il s'est engagé dans l'armée, moi, je suis devenue très possessive, très sur son dos. Parce que voilà, moi, à chaque fois qu'il partait, qu'il allait sur le terrain, même si c'était en France, etc., bah, ça m'inquiétait parce que je ne savais pas ce qu'il faisait. Des fois, il revenait, il était un peu abîmé de partout. Donc voilà, je me suis dit non, c'est pas possible, il va partir dans un pays où, je sais pas, en plus, il y avait tous les problèmes du Mali, etc. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Donc du coup, j'étais sur son dos, tu vas faire quoi? Tu vas être avec qui? Tu pars combien de temps? Et donc du coup, il m'a dit, mais tu me saoules, il me dit, me parle pas de ça, il me dit, je veux pas en parler, quoi. Il me dit, on parle normalement, et voilà, quoi. Donc du coup, très très mal vécu, parce que je suis restée couchée pendant 1 mois, en fait. Pendant 1 mois? Ouais. Donc en fait, quand il est parti... Couchée, déprimée... Voilà, c'est ça. Donc j'ai l'ordinateur dans ma chambre, donc j'ai des films. J'ai mis les films... Donc j'ai des séries, etc. Et puis j'ai mis à la suite. Et donc en fait, mes volets étaient fermés. Donc je me réveillais, je regardais un peu, je me rendormais, je pleurais, je me réveillais, etc. etc. Et pendant 1 mois. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et lui? Lui, de son côté, du coup, donc la première mission, je faisais rien, je montrais rien en fait. Je faisais comme si de rien n'était. Donc il me demandait des nouvelles de temps en temps. Donc j'ai... oui, ça va très bien, et toi? Et voilà, quoi, on en restait là. Il ne me disait rien, sauf ce qu'il mangeait, et c'est tout, quoi. Voilà. Et la deuxième mission, ça a été différent? La deuxième mission a été plus dure, tout simplement parce que là, donc, il est parti au Mali. Donc, et le problème, c'est que ça a été l'un des premiers à partir. Donc on était installés dans le canapé, et quand le président a dit « oui, je vais envoyer des troupes », quelques heures après, il a été appelé en disant « tu prépares ton sac, tu pars après-demain ». Donc j'ai pas eu le temps de me préparer. Je me suis dit ça fait 3 semaines qu'il est revenu, il repart déjà. Et surtout au Mali, donc là c'était pas possible. Quand il est parti, je me suis effondrée, j'ai pas pu me retenir. Pourtant je me suis dit je vais être forte cette fois-ci, je vais pas pleurer ni rien. Et les larmes, elles sont montées toutes seules quand on le voit en treillis et qu'il dit au revoir et qu'il prend la voiture, c'est pas possible, quoi. Et là en ce moment? Il est là. il est au régiment, donc tout va bien, tout va à merveille. Donc il est prêt à repartir? Il est en préparation pour une mission l'année prochaine. Voilà. Donc, vous savez où? Oui, il part au Gabon, donc c'est une petite mission qui n'est pas dangereuse, donc il n'y a aucun souci. Donc voilà. Et vous vous apprêtez à vivre cette vie, puisque pour le moment, on vous sent quand même, pardon du jeu de mots, mais pas très armé. Ça c'est sûr. En fait, comment expliquer, il y a eu beaucoup de changements. Donc au début, j'hésitais un peu, je me demandais si c'était vraiment une vie que je voulais, parce que mon père a été dans l'armée, mon cousin est dans l'armée, donc je vois à peu près comment ça se passe les femmes. Et je me suis dit, mais moi je veux pas être comme ça. Parce que quand on entend parler, en général, ces femmes de militaires, elles travaillent pas, parce que justement, elles se déplacent tout le temps. Donc les employeurs, c'est non, désolé, on peut pas vous prendre juste 1 mois ou 2 mois ou 1 an. Nous, on a besoin que vous restiez longtemps. Je me suis dit, déjà, moi, ne pas travailler, c'est pas possible. Et ensuite, du coup, au niveau de son comportement, parce qu'avant, c'était un homme qui ne voulait pas avoir d'enfants, qui ne voulait pas se marier, qui vivait tranquillement, en fait. Bon, en même temps, il a 23 ans, donc je me disais, c'est un peu normal aussi. Et puis, depuis qu'il est parti au Mali, il est revenu, donc je pense que c'est l'histoire du bébé retour, un peu comme ça. Il m'a dit qu'il voulait un enfant, donc on essaie d'avoir un enfant. Et pour le mariage, par contre, il m'a dit plus tard, vers 40, 45 ans. Voilà. Mais il y a le mariage. Donc voilà. Frédéric, quel conseil donneriez-vous à Charlotte et à toutes celles qui vivent mal cette situation? En fait, de toute façon, l'angoisse et l'inquiétude, elles sont inévitables, ça on ne peut pas en faire abstraction. Par contre, celles qui le vivent mieux sont vraiment en accord avec l'engagement que prend leur conjoint. Si on n'est pas en accord avec ça, c'est une vie infernale. On ne peut que mal le vivre et être tout le temps soit dans le reproche, soit dans l'angoisse. Donc dans votre cas, je pense qu'il faut vraiment que vous soyez en accord avec vous-même et de dire est-ce que c'est vraiment la vie que je choisis? Donc il y a déjà ça. Et puis une fois que vous aurez validé ça, c'est de surtout pas rester isolé.
en circuit fermé, comme vous l'avez fait les premières missions. Il y a beaucoup d'associations, il y a des forums sur Internet de plus en plus, de conjointes, de militaires qui sont très aidantes. Et parce que souvent, l'entourage a du mal à comprendre ses choix de vie et n'est pas forcément à l'écoute des problématiques que vous rencontrez. Donc les femmes de militaires le sont. Donc elles sont vraiment un soutien. Et puis je pense qu'il faut vraiment avoir ces activités personnelles. Pas se dire la vie s'arrête parce qu'il est parti, surtout pas. Pas rester scotché à la télé et aux infos parce que c'est hyper anxiogène. Donc il faut vraiment réussir à décrocher des infos pour pouvoir... Et puis faire des projets. On vous sent un peu trop en attente de lui, vous. Il faut que vous existiez par vous-même. Oui, enfin, comment expliquer ? Le problème qu'on a eu, c'est que depuis que je le connais, on a toujours vécu ensemble. Donc on était tout le temps ensemble. Quand il était au régiment, donc j'ai déménagé exprès, justement pour qu'on puisse être ensemble tous les soirs. Et du coup, en fait, le problème de quand il part en mission, je pense aussi c'est parce que c'est les premières missions aussi, mais c'est quand je me retrouve toute seule. En plus, vu que j'ai déménagé extrêmement loin de tout le monde, j'ai pas ma famille, j'ai pas mes amis, j'ai personne. Et quand on parle aux gens, de toute façon, ils ne comprennent pas. C'est pour ça, c'est vraiment important le problème que vous retrouviez avec des femmes comme celles sur le plateau, qui peuvent être particulièrement aidantes pour vous parce qu'elles comprennent ce que vous vivez. Alison, Virginie et Estelle expliqueront à Charlotte comment elles ont réussi à surmonter l'angoisse et la solitude. Ce sera juste après ces messages de la rédaction. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous avez toujours eu une relation fusionnelle avec votre jumeau et les années ne vous ont jamais éloigné. Aujourd'hui encore, vous ne prenez aucune décision sans le consulter. Vous êtes tous deux en couple et pourtant, vous habitez sous le même toit que votre double. Vous n'avez pas hésité à sacrifier votre vie professionnelle ou personnelle pour rester auprès de votre jumeau ou de votre jumelle. Votre conjoint ne s'entendait pas avec votre jumeau, alors vous l'avez quitté. Malgré des choix de vie radicalement différents, vous êtes toujours aussi proche de votre double. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Il y a 3 ans, nous avions fait la connaissance de Clémentine. Les garçons, vous en avez toujours peur? Je me méfie. Quand on fait une connaissance dans une soirée, je me méfie toujours. J'observe les gens et seulement après je parle avec eux. Dans l'histoire continue, nous verrons que sa vie a bien changé et nous fêterons avec elle un grand moment, ses 20 ans. Nous reprendrons aussi des nouvelles de Michel qui venait de découvrir qu'elle avait une sœur. C'est ma petite sœur. Aujourd'hui, les deux femmes rattrapent le temps perdu. Ah, j'aurais jamais imaginé que tu puisses un jour être là chez moi comme ça. Passe-moi, j'y crois pas. Tiens, je te passe. Ah. Nous les retrouverons dans la dernière partie de l'émission. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous n'êtes attiré que par des hommes déjà pris et vous n'avez encore jamais connu d'histoire classique. Vous êtes souvent attiré par les conjoints de vos proches et cela a déjà généré des conflits dans votre entourage. Vous entretenez actuellement une liaison avec un homme marié et cette absence d'engagement vous convient parfaitement. Vous ne pourriez pas vivre au quotidien avec un homme, vous préférez le statut de maîtresse. L'homme marié dont vous étiez amoureuse voulait quitter sa femme pour vivre avec vous, mais vous l'en avez dissuadé. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. 75% des militaires vivent en couple et 66% d'entre eux sont mariés. Malgré les nombreuses difficultés qu'engendre cette vie à haut risque, leur couple semble néanmoins beaucoup plus stable que dans l'ensemble de la société. Alors chez les militaires, seuls 3% des familles sont monoparentales. On va avancer maintenant avec notre deuxième partie, des femmes qui assurent sur tous les fronts. Alison, comme toutes les femmes de militaires, vous avez appris à vivre dans l'attente du retour de votre mari. Pendant votre première année de vie commune, Alain n'a été à vos côtés que 2 mois. En général, combien de temps avant son retour êtes-vous prévenu?
Alors, la date du retour, on en a une approximative qui change tout le temps. Et même assis une fois dans l'avion, tant que l'avion n'a pas décollé, ils ne sont pas rentrés. Ah. Voilà. Pourquoi? Ils peuvent faire demi-tour, ils peuvent faire... Alors, une fois que l'avion a décollé, c'est rare, mais c'est arrivé sur différentes missions, à mon époux et à d'autres. Il y a un vol prioritaire autre, donc vous descendez et vous rentrez dans 15 jours. Voilà, c'est un grand classique. Ah oui, ça vous est déjà arrivé? Je pense qu'on l'a toutes vécu, c'est vraiment un grand classique. Donc la date de retour, voilà, on l'a une fois qu'il est assis dans l'avion. Voilà. Très bien. Comment se déroulent les retours à la maison? Alors, il faut savoir qu'en France, on n'a pas de comité d'accueil pour ces soldats. Ils rentrent dans l'anonymat total, ils rentrent par avion, par train. Et le retour à la maison, vous vous êtes apprêté de la tête aux pieds. Votre maison est juste parfaitement rangée. Il n'y a rien qui traîne, même pas un grain de poussière. On est parfaite. Voilà. Même quand on dort, on est parfaite. On est passé chez le coiffeur, on est passé chez la manucure. Comment vous faites pour être parfaite comme ça? C'est du travail. Parce que pendant 4 à 6 mois... Vous faites ça pour lui être agréable? Vous faites ça parce qu'il vous l'a demandé? Vous faites ça parce qu'il est super macho et qu'il Non, va mais faire parce une crise? qu'il n'était pas là pendant 6 mois et vous avez envie qu'il rentre et qu'il se dise « mais ma femme est la plus belle du monde Voilà. ». Et c'est comme un premier rendez-vous en fait. Ouais. À chaque fois, moi je sais quand je vais le chercher, c'est comme un premier rendez-vous dans la voiture. En fait, d'être femme de militaire. Mais c'est un recommencement systématique. C'est merveilleux. Ouais. Donc, mais parfois, quand on ne s'est pas vu depuis longtemps, dans un couple, on met du temps à se réapprivoiser. Alors, c'est compliqué. Comment? La vie ensemble est compliquée. Voilà. On a évident. Pendant 6 mois pris nos petites habitudes, on range nos chaussures là, on range les boîtes de conserve ici, on a changé la place des assiettes. Et lui, en fait, c'est parti et il a mis sa vie. Alors, il part tout feu tout flamme parce qu'ils sont contents de partir. C'est le but ultime, de partir en mission. Et ils ont mis leur vie en stand-by pendant 6 mois, mais vous avez continué à vivre. Vous avez de nouvelles connaissances, vous avez une disposition différente. C'est compliqué. Alors oui, justement, c'est la question qu'on se pose. Vous n'êtes pas tenté de voir d'autres personnes pendant les absences? Alors je vous dirais que c'est comme partout, ça existe. Voilà. C'est comme partout. C'est comme partout, ça existe. Comme partout. On peut être tenté, Être en étant marié, enfin personne que votre femme. Ça, ah oui, donc ça arrive. Ça fait partie de la donne, mais comme tout à chacun. Quand il revient de mission, vous dites qu'évidemment, il n'a pas partagé le quotidien avec vous, mais parfois, il a vécu des choses difficiles, voire dramatiques. Est-ce qu'il vous arrive de le voir changer psychologiquement différent? J'imagine, quand on est confronté au drame. Sur les autres missions que l'Afghanistan, non. Il est rentré, il y a une période d'adaptation à la vie civile parce que c'est normal. Le retour d'Afghanistan était différent. Il était comment? Il était avec moi d'une hypersensibilité impressionnante. Il était à côté de ça dans la vie de tous les jours, très terre à terre. Très, oui, bon, c'est pas grave, il y a pire dans la vie. Il était terre à terre, ça au contraire, il relativisait. Oui, mais peut-être trop parfois. Peut-être trop parce que quelque chose qui va vraiment nous peiner. Il va vous dire, oui, enfin, bon, j'ai vu pire là-bas. J'ai vu pire là-bas. Je me souviens d'un enfant de ma famille qui se plaignait. Et il me dit, il est gentil, mais il va aller voir les petits Afghans. On les met dans le coffre en Afghanistan. Hein, donc, voilà, quoi. Et il est revenu... C'est ce que vous disiez tout à l'heure, que vous aviez tendance à exiger beaucoup de vos enfants parce que vous avez vu pire ailleurs, quoi. Craintif, parce que pendant 6 mois, vous avez vécu avec votre arme H24. Et que ils vivent avec leur arme en Afghanistan. Premièrement, parce que c'est une arme et qu'on n'a pas à la laisser se promener. Et puis, on en a besoin. Donc, ils vivent 24 heures sur 24 avec. Donc, d'un seul coup, on leur retire. Ils se réveillent dans la nuit en disant « Mais où est passée mon arme ?» La voiture a été compliquée, parce que vous parliez tout à l'heure de mines sur le bord de la route, d'IED. Mon mari, en rentrant, dès qu'il voyait un lapin sur le bord de la route, il avait ce réflexe de faire un écart de 2 mètres de large, parce qu'il était resté, alors même si vous avez 2 jours de décompression, en 2 jours, on n'efface pas 6 mois d'habitude. Voilà. Les réveils en sursaut la nuit aussi. Ce qui est incroyable, c'est que lorsque vous êtes avec vos enfants et que vous redécouvrez la marche en montagne, par exemple, ou une balade, une simple randonnée, ou de voir vos enfants qui courent dans les champs. En Afghanistan, ce n'est pas possible. Vous ne vous écartez pas d'abord du chemin, de la piste où les démineurs sont passés précédemment, et vous avez peur des mines, et vous avez peur, et vous voyez vos enfants différemment, et vous appréciez la vie différemment. Et ce qui peut entraîner aussi de la peine, parfois de la nostalgie, et de se dire qu'on a beaucoup de chance dans notre pays de vivre ainsi. Voilà. Mais les femmes, au retour, je dois dire que de savoir aujourd'hui la manière dont elles peuvent s'apprêter,
D'abord, je n'en doutais pas, mais vous savez, c'est comme un deuxième mariage ou un xème mariage. Vous redécouvrez votre femme, si vous l'aimez vraiment, mais c'est un amour qui est tellement puissant, tellement fort. Et en même temps, il y a beaucoup de casse chez les militaires. Il faut que ça tienne. Hein. Si vous avez vraiment cet amour, ça tiendra. Mais tout est basé sur la confiance. Mais c'est extraordinaire. Vous redécouvrez systématiquement. Moi, ça fait 25 ans. Voilà. Virginie, votre vie a été rythmée par les départs et les retours de votre mari pendant 12 ans. Et puis, il y a 3 ans, vous avez décidé de changer de vie. C'est-à-dire, vous l'avez quitté? Ah non, pas du tout. On est partis ensemble. Donc, en fait, mon mari a demandé une mutation outre-mer ou ailleurs. Et du coup, ça a été accepté. Donc, on est partis vivre en Guadeloupe pendant 2 ans. Et là, c'était du 24 heures sur 24. Dans des conditions plutôt sympathiques. Tout à fait. Il allait faire quoi là-bas? Donc lui, il travaillait en tant que militaire là-bas. Donc c'est pas son métier de base, mais il a fait autre chose, il a vu autre chose. Et en même temps, nous, les enfants, ils ont vu leur papa tous les jours. On a eu la petite troisième, donc du coup, qui ne connaît pas. Vous avez pris cette décision parce que ça devenait trop difficile à gérer, le quotidien, les enfants. Plus on faisait d'OPEX, plus c'est prenant aussi. Hein. Au bout du 5, 6e... Et il ne s'ennuie pas dans ces cas-là, votre mari, quand il est 2 ans en Guadeloupe, ça doit être plan-plan pour lui? Ah oui. Comment? Oui. Et il vous le fait pas payer? Non. Il a trouvé son compte aussi. Hein. Donc lui aussi, c'est dur, les OPEX, tout ça, c'est dur pour lui. Donc il a trouvé une autre stabilité. C'est sûr qu'au début, c'est pas facile de tout le temps vivre ensemble, mais le retour est dur. Hein. Non oui. Nous, c'est prévu dans peu de temps. Donc là, c'est terminé. Vous êtes revenu en métropole. Donc ça veut dire qu'il a repris. Oui, déjà. Donc il attend de repartir en OPEX, comme vous dites. Donc là, c'est pas tout à fait une OPEX. L'OPEX, c'est pas pour tout de suite, mais il y a des alertes en ce moment et il peut partir, du jour au lendemain, prendre son sac et nous dire salut. Quel endroit? Voilà. Donc c'est plus dur à préparer pour les enfants, donc surtout pour ma cadette qui a déjà eu des soucis, mais ma petite dernière qui a à peine 2 ans et demi, qui aura peut-être 3 ans, et en plein Oedipe comme sa sœur, et l'angoisse que l'enfer de la dépression de l'enfant recommence. L'alerte, c'est ce dont on parle dans l'actualité un peu chaude là en ce moment? Oui et non, ça peut être partout. S'il y a quelque chose dans le monde qui se passe en ce moment, là il est d'alerte, donc ça s'appelle, et il part où on lui dit d'aller, quoi. Estelle, vous, dans votre cas, le départ de votre mari est imminent. Il est prévu pour novembre, donc juste après votre accouchement. Comment vous voyez l'avenir? Comment je vois l'avenir? Je le vois bien parce que d'ici quelques années, normalement 3-4 ans, il devrait être à la retraite. C'est à quel âge la retraite? C'est en fonction des années qui font... En moyenne, c'est 17 ans et demi de service aujourd'hui. Maintenant, avec les changements de loi, ça change régulièrement. Voilà, c'est prévu. Et vous, Charlotte, vous vous voyez tenir jusqu'à l'âge de la retraite? Ah, bien donc, sûr. Il a quel âge, votre compagnon? Il a 23 ans. 23 ans, donc 17 ans. Il sera super jeune, lui. Bah oui. Et en plus, il fait pas vieux, donc encore mieux. Donc, oui, moi, je me vois tenir. De toute façon, il n'y a aucun souci là-dessus. Par amour, je peux faire n'importe quoi pour lui. Bon courage en tout cas pour les mois à venir et j'espère que vous arriverez à supporter le mieux possible ces périodes de tension un peu douloureuses. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. J'espère que nous nous retrouverons très prochainement, pourquoi pas sur le plateau de l'Histoire continue. Un rendez-vous que vous êtes désormais très nombreux à suivre et qui vous permet de revoir celles et ceux qui vous ont particulièrement marqué. Aujourd'hui, c'est Clémentine et Michel qui ont accepté de venir nous raconter ce qui a changé pour elles depuis leur passage dans l'émission. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci Sophie. de vous être déplacées à nouveau et d'être revenues sur ce plateau. On va d'abord commencer avec vous, Clémentine. Jean-Luc Delarue, vous avez reçu le 2 septembre 2010 dans une émission intitulée « Nouvelle violence, les victimes pourront-elles oublier ?» Pourquoi aviez-vous fait la démarche de venir témoigner à l'époque? Alors déjà, à l'époque, j'étais bien gentiment dans mon canapé en train de regarder la télé. Et quand il y a eu l'appel à témoins, justement, à propos de ce sujet-là, je me suis sentie concernée puisque à l'âge de mes 11 ans, je me suis fait agresser dans mon collège. Et quand j'ai lu cet appel à témoins, j'étais dans mon canapé et j'ai regardé ma maman et je me suis dit, tiens, pourquoi pas nous? Pourquoi pas raconter mon histoire?
Et du coup, on a décidé, j'ai décidé plutôt d'appeler pour raconter mon histoire. Donc à l'époque, vous aviez quel âge quand vous avez pris cette décision? J'avais 11 ans. Enfin, quand j'ai appelé, j'avais 16 ans et quand ça s'est produit, j'avais 11 ans. D'accord. Quel souvenir gardez-vous de votre passage sur notre plateau? Le passage sur le plateau, j'en garde un très bon souvenir. Je me suis vraiment sentie à l'aise et pour moi, j'ai vraiment pu raconter mon histoire. Enfin, j'étais ici comme à la maison, comme on peut dire. C'est important pour vous d'être peut-être reconnue comme une victime? Oui. D'où cette envie d'appeler et de participer à l'émission. Enfin reconnue comme une victime, parce que pour moi, ça n'a vraiment pas été évident et vraiment dire que c'est moi la victime. Voilà. Alors que vous n'étiez encore qu'une adolescente, c'est pourtant avec une grande détermination que vous vous étiez confiée à Jean-Luc Delarue. Vous nous direz tout à l'heure la jeune femme que vous êtes devenue, si cette émission vous a fait du bien. Mais d'abord, on va revenir sur le déroulement de votre histoire. La douleur, elle est toujours présente. Je culpabilise énormément. Clémentine, la fille de Nadia, n'avait que 11 ans lorsqu'elle avait subi une violente agression dans son collège. Sa mère nous avait raconté cet événement traumatisant. C'était lors de sa première entrée en 6e, donc elle est partie très confiante. Elle devait terminer à 16h30. Elle m'a téléphoné en me disant « Maman, est-ce que tu peux venir me chercher ?» Il m'arrivait un petit accident ce matin. Et lorsque j'ai vu ma fille, elle était prostrée, il n'y a pas d'autre terme. Son bras était bleu, voire noir. Et elle m'a dit, mais on m'a agressée en cours de sport. Qu'est-ce qui s'était passé véritablement dans les faits? On peut le demander à votre fille qui est avec nous. Il a couru sur moi en mettant tout son poids contre mon bras. J'étais au milieu de la salle et je me suis retrouvée à l'autre bout contre le mur. Il y a quand même un nerf qui a été coupé et un nerf qui est actuellement encore écrasé. 6 ans après son agression, les séquelles de Clémentine allaient au-delà des conséquences physiques. Les garçons, vous en avez toujours peur? Je me méfie, mais je n'ai pas peur dans la rue de croiser quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais quand, par exemple, entre amis, on discute ou quand on fait une connaissance dans une soirée, je me méfie toujours. J'observe les gens et seulement après, je parle avec eux. 3 ans plus tard, nous retrouvons Clémentine. Elle a aujourd'hui pris du recul sur son histoire. Clémentine, interview première. À l'époque de l'émission, lorsque j'avais 17 ans, je ne pensais absolument pas devenir comme ça aujourd'hui. J'ai 20 ans et je me vois ouverte aux autres, je me vois plus épanouie, j'ai beaucoup plus confiance en moi, je me sens bien en fait. Le déclic sur le plateau a été vraiment le fait de me dire finalement, t'es pas toute seule, ça arrive à n'importe qui, vraiment, et tu peux t'en sortir. Je me suis libérée d'un poids. Pour moi, ça a été le déclic. L'usage de son bras restait malgré tout problématique pour Clémentine. Mais après l'émission, elle a su trouver la force d'agir. J'ai franchi le pas, c'est-à-dire que j'ai pu prendre la décision enfin de me faire opérer une deuxième fois, car je savais que je devais me faire opérer une deuxième fois, mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas parce que je savais que c'était risqué et je ne m'en sentais pas capable. Aujourd'hui opérée, Clémentine a retrouvé toutes ses capacités. Et la jeune fille ne se fixe plus aucune limite. Depuis mon opération, je me suis fixé des objectifs plus importants. J'ai décidé de faire médecine. Donc je me suis dit que si intérieurement j'avais changé, il fallait que je change aussi mes projets et être à la hauteur de ce que je suis devenue en fait. Clémentine est aujourd'hui en paix avec elle-même et toute sa famille. Avec mes parents et mes frères, c'est vraiment un combat qu'on a eu de tous les jours. Et je pense que ce combat, on l'a vraiment gagné haut la main. Aujourd'hui, les moments de bonheur sont beaucoup plus appréciables et ils sont présents. Jean, le père de Clémentine, et Nadia, sa mère, ont tous les deux été témoins de la métamorphose de leur fille. J'ai noté un changement dès lors que M. Delarue lui a demandé de quitter le public et de venir s'installer sur le plateau. Cela faisait 6 ans que je me battais pour voir ce moment-là se produire. Et ce moment-là s'est produit sur le plateau. Suite à l'émission, Clémentine a tout de suite été dans une espèce de joie,
une espèce d'enthousiasme. Et tout de suite, elle a beaucoup plus communiqué. Elle a dit ce qu'elle ressentait, qu'elle ne disait pas avant. Eux qui avaient souffert de voir Clémentine enfermée dans son mal-être ont redécouvert leur petite fille. Clémentine a vraiment changé et ça a changé la vie de famille. Il y a beaucoup plus de complicité, mais pour de belles choses et de bonnes choses. Avant, la vie de famille tournait autour d'elle, autour de la douleur, autour de sa maladie, autour de son bras. Et d'un seul coup, tout s'est ouvert. C'est-à-dire qu'elle s'est ouverte à ses frères, etc. Elle s'est ouverte à ses parents. Jean et Nadia portent aujourd'hui un regard plein de fierté sur le chemin parcouru par leur fille. L'adjectif qui la résume le mieux, c'est une battante. Et c'est une jeune fille qui aime la vie. J'ai vraiment envie de lui dire, sois combative ma fille, sois courageuse, garde tes qualités, surtout souris, t'es tellement belle quand tu souris. Et continue d'aller de l'avant et d'avoir des objectifs. Ça, c'est très important dans la vie et je suis vraiment très fier de toi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Clémentine. Pour ses 20 ans, ses parents lui ont réservé une surprise. Alors la jeune fille cherche la tenue idéale. Non, celle-là, j'ai trop mise. Non, celle-là, elle est pas trop mal. Bon, ça, il faudrait que je mette une petite ceinture, si je veux la mettre. Je suis prête. Oh, bah t'es super, ma poupette. T'es magnifique. La ceinture, ça va? Impeccable. Vraiment, tu ne changes rien. T'es vraiment superbe. Bon, bah on fait comme ça. Je t'aime, ma chérie. Je suis fière de toi, n'en doute jamais. Hein? Il ne reste à Clémentine qu'à dévoiler sa tenue à Jean, son père, et à James, son petit frère. C'est vraiment Clémentine, super, t'aimes bien? Ah, j'adore. Je sais pas où on va, mais on y va. Devine. Bah, je sais pas, tu vas me dire. Tu pourrais me donner un petit indice, papa? Ah non, je te donne pas l'indice parce que sinon, c'est plus de surprise. Allez, c'est parti. C'est l'heure pour Clémentine d'aller découvrir sa surprise. Direction son restaurant préféré. Et avant même d'entrer, la jeune femme découvre ravie que son autre frère, Florent, a fait le déplacement spécialement pour l'occasion. Allez. Moi, je suis en face du vide. Je suis bien entourée, là, je crois. C'est bien. Alors, ta surprise, t'en es contente? Bah oui, bien sûr, je suis contente. Je suis avec tous ceux que j'aime, donc que veux-tu demander de plus? Clémentine, qui ne fêtait plus son anniversaire à cause de son handicap, en profite aujourd'hui. On a oublié l'essentiel, hein. Joyeux anniversaire quand même. Hein. Joyeux anniversaire. Les garçons, on lui pète un bisou, c'est trop loin. Flo est revenu. Joyeux anniversaire, ma fille. Merci, papouine. Et en plus, je suis très très fier de toi, de ce que tu es devenu. Tu as vraiment grandi comme j'imaginais pas. Merci, maintenant, papa. j'ai une femme en face de moi. Super. Merci. Désolée. Mais je t'aime, ma fille. Je suis très heureux de faire tes 20 ans. T'as des cheveux blancs, là. Non, commencez pas, quand même. Clémentine savoure ce moment avec les siens sans que la douleur ne la torture. Tu prends confiance en toi, tout simplement. Tu as évolué parce que tu as cessé de vivre dans la peur. T'as plus peur de la douleur, t'as plus peur de l'échec. Donc tu peux plus peur des autres, enfin, du plus regard peur des des autres, autres et du regard des autres. Regarde, on est là tranquille. À aucun moment tu as demandé de l'aide pour ton assiette, à aucun moment tu as caché ton bras sous la table. Plus qu'un anniversaire, c'est une victoire surtout. Et ce que Clémentine ignore, c'est que sa meilleure amie, Julie, a elle aussi voulu lui faire une surprise. Joyeux anniversaire, Martine. Joyeux anniversaire. Alors toi. Je suis pas retenue tout seul. Ah là, tu m'as bien eu pour le coup. Bien joué parce que je m'y attendais pas que ça soit Julie. Je suis pas prête d'oublier mes 20 ans. Voilà. Ah ouais, pourquoi? Bon anniversaire, Titi, tout le monde. Dans les yeux. Bon anniversaire, ma Clé. Dans les yeux. Dans les yeux. Il y en a eu des larmes dans ses yeux pendant ce reportage. Ah oui, mes 20 ans, je les oublierai jamais, ça c'est sûr. C'est les gens que vous aimiez? Oui, ça fait du bien d'avoir un anniversaire avec les gens qu'on aime sans être au fond de son lit, ça fait du bien.
Quel a été l'impact de l'émission pour vous? L'impact de l'émission a vraiment été énorme pour moi puisque je me suis quand même fait opérer. Chose qu'avant l'émission, je ne voulais absolument pas faire. Qu'est-ce qui vous a convaincu? Ou qui est-ce qui vous a convaincu? Celui qui m'a convaincu, c'est vraiment Monsieur Delarue. Je ne saurais Pendant pas... l'émission? Oui. Je ne saurais pas expliquer qu'est-ce qu'il m'a dit, qui a fait que ça a déclenché ma décision, mais je pense que c'est un feeling. C'était absolument pas prévu que j'aille sur le plateau, je devais rester dans le public. Et du fait de ça, de pouvoir parler, vraiment, j'ai vraiment eu ce déclic de pouvoir me faire opérer. La confiance que vous avez lue dans ses yeux? Je pense. Le fait de pouvoir discuter avec lui, ainsi que les autres. C'est irrésistible. Oui, il faut bien le dire. Plus. En quoi cette opération a-t-elle été primordiale dans votre parcours? Elle était vraiment primordiale parce que avant je ne pouvais pas vraiment utiliser mes doigts. C'est-à-dire que quand j'avais un verre d'eau, les 3/4 du temps, il finissait par terre. Je n'arrivais pas à couper ma viande. Tenir une feuille, pour moi, j'en étais pratiquement incapable. Alors quand on est au lycée, il faut faire des figures, tenir une règle, pour moi, c'était vraiment très difficile. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, tout fonctionne. Non, je veux dire, j'arrive bien à m'en servir et mon opération m'a vraiment aidée puisque je peux pratiquement faire toutes les choses de la vie. Ouais, comment vous décririez la jeune femme que vous êtes devenue aujourd'hui? Je suis devenue beaucoup plus combative, épanouie, beaucoup plus ouverte aux autres et je m'ouvre plus facilement aux autres surtout. En avril 2011, c'est-à-dire 7 mois après votre passage à Toute une histoire, un événement inattendu s'est produit. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, parce que en fait, ma maman étant professeure d'anglais, a su que Monsieur Delarue faisait un peu le tour des lycées. Et elle a voulu le faire venir dans son lycée par rapport aux addictions, pour faire partager aussi son expérience aux jeunes. Quand il avait entrepris son tour de France. Son tour de France, oui, voilà, tout à fait. Et j'étais dans le lycée d'à côté et il a demandé à me voir. Et chose que j'ai acceptée tout de suite, puisque moi aussi j'avais aussi cette envie de le revoir. Et de le revoir, ça fait que confirmer la complicité que j'avais pu avoir sur le plateau lors de l'émission. Et ça m'a vraiment touchée qu'il ait voulu me voir. Vous faites quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais médecine. Je redouble ma première année, donc c'est pas évident, mais j'espère bien l'avoir. Vous revenez en fait pour rendre hommage à Jean-Luc? Tout à fait. Ah, oui. Voilà. Pour moi, il m'a vraiment beaucoup aidée. Qui vous a donné la force de vous battre? Oui, tout à fait. Ça... Puis même quand je l'ai vu en avril, de pouvoir parler avec lui, même hors caméra, il y avait toujours cette complicité et ça m'a donné en plus la force de pouvoir continuer mes objectifs que je m'étais fixés, dont médecine, chose que je ne m'étais pas permise avant. On va revenir maintenant sur l'histoire de Michel, qui est à vos côtés. Je vous avais reçu le 18 novembre 2011 dans une émission intitulée « Une rencontre a bouleversé leur destin ». Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi vous étiez concerné par ce thème? Eh bien, j'ai vécu 64 années sans savoir que j'avais une sœur. Et je l'ai découverte brutalement. Dans quelles circonstances l'avez-vous découvert? Eh bien, mon père est décédé le 18 juin 2011. Et il m'avait invité à son anniversaire fin mai 2011. Et comme cadeau d'anniversaire, il m'a dit « Écoute, il faut que je te dise quelque chose. Tu as une demi-sœur. » Bon, moi, le terme « demi », je ne l'aime pas. C'est ma sœur à part entière. J'ai eu du mal à la retrouver parce qu'il ne savait ni son prénom, ni son nom, ni où elle était, ni rien. Que le nom de la mère. Comment vous avez encaissé la nouvelle quand il vous a annoncé ça? Avec une joie. Ah bon? Ah oui, à la surprise générale. J'ai toujours pensé que j'avais une sœur. C'est ce que j'allais vous dire. Si mes souvenirs sont bons, je me souviens que vous disiez que vous aviez toujours pressenti que vous aviez une sœur. Oui, je l'ai toujours pressenti. Mais bon, il y a une explication logique. Hein. Je ne suis pas une sorcière. En fait, ma sœur m'a dit qu'on lui avait, dans sa famille, raconté qu'on a passé un après-midi ensemble, toutes les deux,
La blonde et la brune, on devait avoir, je ne sais pas, 3 ans, 3-4 ans. Et moi, je ne m'en souvenais absolument pas. Alors, dès lors, dès que votre père vous a dit ça, vous n'aviez plus qu'une seule idée en tête, retrouver cette sœur dont vous ignoriez l'existence auparavant. Vous avez alors multiplié les démarches pour tenter d'y parvenir. Là là, oui. Ça a été dur. Le 17 octobre 2011, l'impensable a fini par se produire. Quelle relation entretenez-vous avec Luciane depuis ce jour-là? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite en images. D'accord. À 64 ans, j'ai appris que j'avais une sœur. Fille unique, Michel avait toujours rêvé d'avoir une sœur. Je sentais que j'avais une sœur. À Noël, je commandais une petite sœur, je prévenais les voisins. Ouais. Je leur disais, si vous entendez pleurer un bébé, c'est ma petite sœur. Mais à la mort de sa mère, son père lui avouait un secret qui allait changer sa vie, l'existence d'une fille cachée. Ça veut dire qu'il ne l'avait jamais revue? Non, il ne l'a jamais vue et il n'a jamais accepté de la reconnaître. Bouleversé, Michel avait fait des démarches pour la retrouver. J'ai eu la chance d'avoir un cousin qui m'a donné le numéro de téléphone de ma sœur. Vous l'avez d'abord appelé? Je l'ai appelée. J'avais le cœur qui tapait de plus en plus fort. Et d'un seul coup, j'entends une voix grave. Et j'ai dit, Luciane. Elle m'a dit, oh, c'est Michel. Elle s'est doutée que c'était moi parce qu'elle connaissait mon existence depuis toute petite. Vous êtes rencontrés? C'est quelqu'un de... Vous appelez plusieurs fois par semaine? Ah, tous les jours. Ah oui? Tous les jours. Luciane, la sœur de Michel, n'avait pas hésité à venir sur notre plateau afin de pouvoir serrer Michel dans ses bras. C'est ma petite sœur. Ah, tout à fait. Je ne pensais pas le retrouver, non. Oh ben c'est un vrai trésor, ma sœur. 2 ans plus tard, nous retrouvons Michel et Luciane. Alors, bienvenue chez moi. Hein. Tu vois, chez nous, c'est très vert, c'est fleuri. Alors là, c'est l'ancienne mairie et ça, c'est la nouvelle. Avant, c'était une banque, là. On voit un petit peu le début des montagnes derrière. C'était super, cette petite balade. Pour quelques jours, Michel reçoit la visite de sa sœur Luciane, chez elle, dans le Bas-Rhin. Ah, j'aurais jamais imaginé que tu puisses un jour être là chez moi comme ça. Passe-moi, j'y crois pas. Tiens, je te passe. Ah, elle le fait en plus. Écoute, t'es ici, chez toi. T'as envie d'aller dans le jardin, tu vas dans le jardin, tu as soif, tu te sers, tu manges ce que tu veux, t'es chez toi, tu fais comme chez toi. C'est super, je te remercie, t'es un amour. Ma vie a changé depuis que t'es là, je suis heureuse que tu sois là. Tu sais, tu m'as redonné goût à la vie, hein, parce que j'avais un manque, j'avais quelque chose, tu l'as comblé. Je me sens bien. Devenues très complices, les 2 sœurs auraient malgré tout aimé se connaître plus tôt. Ah bah tiens, j'ai des photos, je pourrais peut-être te les montrer. Tiens, regarde ton papa et son orchestre. T'as vu, j'étais toute croquignolette, hein, maigrichonne. Et moi, j'étais aussi comme ça. Ah oui. Moi, je revois quelque chose de moi. J'ai l'impression que c'est moi, là. Ah oui? Oui. C'est rigolo. En brune. Oui. Peut-être les yeux. J'ai l'impression, oui, les yeux. Et les sourcils en accent circonflexe de notre papa. Tiens, je te laisse sortir, je vais fermer. C'est bon. T'as tout ce qu'il faut. Pour rattraper le temps perdu, Michel tient désormais à tout partager avec sa sœur. Et pour la première fois aujourd'hui, Luciane l'accompagne sur la tombe de leur père. C'est plus prudent. Ça fait un drôle d'effet, hein. On va aller sur la tombe de notre père ensemble. Pour moi, c'est émouvant. Bah oui. Grâce à Michel, Luciane a le sentiment de se rapprocher un peu plus du père qu'elle n'a jamais connu. Et c'est ensemble que les 2 sœurs s'apprêtent enfin à se recueillir. Ça te fait quoi? J'appréhende un peu, c'est la première fois. Heureusement que tu es avec moi. Ouais. Je me verrai pas toute seule aller. C'est la tombe là-bas. Qu'est-ce que tu ressens là tout de suite? Un peu de tristesse et puis... Oui, je suis triste.
Si seulement on avait pu grandir ensemble. S'il nous voit, il doit se dire, tiens, ça y est. Elles sont réunies, les deux sœurs. Voilà, moment d'émotion, évidemment. Luciane, merci d'être de nouveau parmi nous aujourd'hui. C'est donc la première fois que vous vous rendiez sur la tombe de votre père. Comment vous avez vécu ce moment si symbolique? C'était... Mais heureusement que j'étais avec ma sœur, finalement. Elle m'a aidé un peu à supporter ce... c'est un peu de la tristesse en même temps. Oui, mais puisque j'étais avec elle, ça passait beaucoup mieux, en fait. C'était beaucoup plus simple. Qu'est-ce qui a changé depuis votre passage dans notre émission? On se connaît de mieux en mieux, on se rencontre de plus en plus. Ça a beaucoup changé, c'est sûr. Vous disiez quelque chose de fort dans le reportage, Michel. Vous disiez que jusqu'à présent, vous aviez toujours ressenti une sorte de manque qui était comblé aujourd'hui. Ah oui. J'ai juste un regret, c'est que on ne se soit pas connue toute petite. Vous êtes devenue quelle femme depuis que vous l'avez retrouvée? Écoutez, quand elle est arrivée dans ma vie, c'était un moment un peu très difficile pour moi. Je débutais un cancer, je venais d'avoir un AVC, j'avais plus du tout envie de vivre, j'étais vraiment au fond du trou. Et puis, quand je l'ai retrouvée, la première fois que j'ai entendu sa voix, j'ai dit, il faut que je la voie. D'ailleurs, on s'est vu très très vite, en octobre. Dès qu'on a pu, on s'est rencontrés. Et depuis, on est tout le temps, ou on se téléphone, ou on se transmet des mails, ou... Enfin, on est tout le temps en contact. Et quand j'ai été opérée, elle m'a appelée tous les jours, pour me soutenir. Vous habitez où? Loin l'une de l'autre? Oui, tout à fait. Est-ce que vous envisagez de vous rapprocher géographiquement? C'est mon rêve. C'est mon rêve. J'aimerais bien descendre à Nice, ou dans la région niçoise. Vous êtes à Nice? Oui. Et moi, je suis en Alsace. Bon, c'est joli l'Alsace. C'est gris, c'est pluvieux en ce moment. Il fait meilleur à Nice. Donc vous l'envisagez sérieusement? Oui, mais j'ai un compagnon qui ne quittera jamais son Alsace. Alors on est en train de le travailler au corps. J'y arriverai un jour, je l'aurai. Je l'aurai un jour. Pourquoi était-ce important pour vous de venir nous donner de vos nouvelles? Mais écoutez, moi j'ai envie que la terre entière sache que ça fait du bien de retrouver une sœur, une famille, parce qu'elle a une famille formidable. Ma famille l'a totalement adoptée aussitôt que mes enfants l'ont connue. On a une vie tout à fait parallèle, toutes les deux. C'est incroyable. On a même... elle a une fille qui a 12 heures de moins que mes jumeaux. On a accouché en même temps. On était à la maternité en même temps. Et chaque fois qu'on parle de quelque chose, on a tout exactement pareil. Elle a 4 enfants, j'ai 4 enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Luciane aujourd'hui? Que je l'adore. Luciane, c'est mon soleil, c'est mon Nice à moi, quoi. C'est ma petite sœur. Merci à toutes les deux pour votre confiance. Permettez-moi de vous dire que vous êtes très touchante, évidemment, que cet amour que vous avez retrouvé récemment fait du bien à observer. Je vais vous demander de signer le grand livre de toute une histoire. On va commencer par vous, Clémentine. Voilà, si vous voulez bien le signer. Merci. Merci d'être revenu nous voir. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Et à bientôt pour de nouvelles histoires. Bon après-midi sur France 2. Je te connais par cœur, en long, en large, en travers, petite sœur. Je te connais par cœur, je te connais par cœur, ouais, petite sœur. Même Cupide. Elles ont donné naissance à un bébé prématuré. J'ai accouché à tout juste 6 mois de grossesse.
à 26 semaines. Au moment de l'accouchement, je ne croyais pas du tout à la survie de mon bébé. On ne peut pas se projeter dans l'avenir, on se dit il ne va pas survivre, c'est pas possible d'accoucher aussitôt. Elles ont vécu des mois d'angoisse. Pas pouvoir les prendre, pas pouvoir les avoir avec moi dans la chambre, ça a été dur. J'ai pas réussi à la toucher parce que je me sentais coupable et je voulais pas lui faire encore plus de mal. Chaque jour où on allait le voir, c'était un jour de gagné. On se demandait s'il serait là encore le jour suivant. Mais comment ont-elles réussi à reprendre le dessus? J'étais inquiète, mais toujours positive. J'ai toujours cru en lui. Je me dis que c'est des enfants qu'on choisit de vivre à la naissance. Puis on lui fait confiance et on commence notre combat pour la vie, quoi.